Bonjour à toutes et à tous. Donc, je pense que tu peux déjà passer la slide. Et bienvenue dans ce webinaire, dans ce deuxième webinaire qui est sur la transformation des métiers de l'assurance. Nous avons eu un premier webinaire en mois de juin qui était dédié au métier de l'actuaire. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le métier du gestionnaire. Donc, ces webinaires, ils s'inscrivent dans le cadre du lab de Acovia. C'est quoi le lab de Acovia? C'est une communauté d'apprentissage, d'expérimentation sur des sujets qui préoccupent le monde, les acteurs de l'assurance, comme le climat, la santé, le vieillissement et la transformation des métiers. Qu'est-ce qu'on propose? Donc, on propose des interventions, on propose des événements, des retours d'expérience, des études, de la veille avec l'intervention des experts sur différentes thématiques. Donc, tu peux passer la slide. Aujourd'hui, donc, notre thématique s'inscrit dans la transformation des métiers de l'assurance et notamment le gestionnaire. Donc, je vais passer à la présentation de nos participants, de nos invités. Donc, je vais me présenter devant moi. Donc, moi, je suis Amina Bourras. Je suis consultante. J'accompagne les acteurs de l'assurance dans leur transformation. Je donne la parole à Amira, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr. Merci à Covia de cette invitation. Moi, je suis Amira Nakouri, cofondatrice et CEO de Clayme, qui est une solution d'intelligence artificielle pour aider les courtiers et les assureurs à accélérer leur parcours de gestion. Merci Amira. Thomas, Bonjour à tous, Thomas Bourgueil, je suis directeur relations clients chez Gritchen Affinity, en charge notamment des opérations, gestion de contrats, gestion des sinistres, et puis relations partenaires et assureurs. merci Thomas. Amine, Eh bien, moi, je suis l'expert IA, puisqu'on va parler d'IA. Donc, je fais de l'IA depuis pas mal de temps, que ce soit sur des aspects techniques, mais aussi pour accompagner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les métiers. Parce que un des messages forts qu'on essaie de faire passer, qu'on va aussi essayer d'appuyer aujourd'hui, c'est que les enjeux de l'IA ne sont pas que techniques. Et même la technique, en fait, n'arrive qu'à la fin. Et donc, on va justement essayer d'illustrer aujourd'hui d'autres aspects, notamment des aspects plus méthodos, les enjeux métiers, tout ça, tout ça. parfait Amine, merci beaucoup. Donc en effet, donc aujourd'hui, on va parler principalement de l'IA. Bon, le métier de l'assurance, ils sont l'impact, ils sont soumis à plusieurs impacts, à plusieurs facteurs, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'impact plutôt de l'IA. Parce que, et surtout sur le métier de la gestion. On parle de métier de la gestion au sens large, parce que donc la gestion, on va trouver les gestionnaires de sinistres, les gestionnaires des adhésions, les gestionnaires des réclamations. Donc, ces métiers que l'IA va principalement, mais vraiment bouleverser, parce que c'est des métiers qui sont, il y a beaucoup encore de gestion manuelle, c'est des métiers où il y a des tâches répétitives et il y a aussi encore de la saisie, on va dire, de la saisie de données. Donc, avec les prouesses de l'IA en matière d'automatisation de tâches, de tri, par exemple, ou des emails, de la saisie aussi des données, et notamment de la rédaction personnalisée des courriers, on voit aussi tout ce qu'elle apporte aussi dans l'optimisation des processus, comme la détection de la fraude et aussi tout ce qui est prédiction, notamment les prédictions des pics d'activité qui permet une planification et une allocation, une meilleure allocation des ressources, sans parler de tout ce qui est personnalisation de la tarification, mais aujourd'hui on l'a en temps quasi réel et avec aussi une amélioration de la gestion des risques avec l'usage des données massifs. Donc le tableau est magnifique. Donc avec l'IA va nous proposer on va avoir beaucoup de données, beaucoup de possibilités, mais pourquoi faire? L'IA, c'est quoi l'objectif qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est cette IA, on va l'adopter au service de la relation client. Donc c'est la transformation
Donc, tout ce qu'on va mettre en place, c'est pour servir justement l'expérience client. Aujourd'hui, ce qu'elle propose l'IA, donc déjà, ce qu'on voit, donc les prouesses de l'IA, donc on voit une disponibilité en matière par rapport aux gestionnaires, on voit ce qu'elle offre, une disponibilité permanente de la gestion du gestionnaire, hein. Donc, parce qu'on va avoir les chatbots ou les assistants virtuels qui aujourd'hui sont présents à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre et pour gérer des cas simples, on va dire. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne remplacent pas le gestionnaire. Et avec des recommandations, des systèmes, des recommandations qui sont assez pertinents, on va vers des personnalisations de plus en plus poussées. Mais bon, bien sûr, il y a un équilibre à trouver entre cette automatisation et cette interaction humaine parce qu'il y a des cas complexes que cette IA ne gère pas et qu'il faut un gestionnaire derrière qui va répondre et gérer ces sujets, gestionnaire bien sûr humain, qui va gérer ces sujets complexes et sensibles. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dire oui, on va tout automatiser parce que c'est aujourd'hui, bon, c'est pas possible parce qu'il faut toujours ces cas humains et il n'y a pas pire pour une expérience client que de ne pas avoir, quand l'IA ne répond pas, de ne pas avoir une interaction avec un humain. Et dans la mise en place de ces IA, il faut toujours mesurer l'impact sur la satisfaction et la fidélisation des clients. Donc, au démarrage, avant la mise en place, il faut toujours définir ce taux d'acceptation, on va dire cette tolérance. Qu'est-ce qu'on tolère comme erreur et qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on accepte, jusqu'à où on peut aller. Parce que ça dépend des cas. Bon, ce qu'on va tolérer pour la gestion d'une facture, ce n'est pas la même chose sur un dossier santé. Et ça dépend des business de chacun et des cas d'usage et de chaque cas d'usage. Donc, tu peux passer. Donc, bon, vu cette évolution, donc on voit bien que l'évolution du métier du gestionnaire, ben, elle est très, très importante. C'est presque un bouleversement. Donc, déjà aujourd'hui, par exemple, dans les compagnies, on distingue les dossiers complexes, ils sont confiés à des gestionnaires qui sont expérimentés. Donc, c'est la même chose. Donc, ces gestionnaires, ils vont évoluer. Donc, les tâches qui seront confiées à l'IA, donc on va déléguer à cette IA les tâches simples ou les tâches que le gestionnaire sur lesquelles il peut se faire assister par l'IA. Donc, mais par contre, il y a une nécessité de monter en compétences, pas que sur le technique assurance, mais principalement sur toute la compréhension de la base de l'IA et la data science, surtout cette logique, comment ça fonctionne, pour développer son regard critique et d'être en mesure de détecter une éventuelle dérive ou hallucination. Donc, il y a toute une collaboration à mettre en place avec l'IA, la collaboration des gestionnaires à se développer. Et cette collaboration, comme dans le cadre avec un collègue, ça prend du temps pour se mettre en place. Donc, l'importance de la formation continue est nécessaire. Donc, c'est avec le temps que les gestionnaires vont se former. Et en même temps, ça va donner lieu à de nouveaux rôles. Donc, on voit déjà des rôles qui apparaissent dans les annonces. On cherche des superviseurs de l'IA, on cherche des spécialistes en éthique de l'IA ou des experts de l'intégration des systèmes de l'IA. Donc, le déploiement des systèmes de l'IA rencontre plusieurs défis chez les acteurs de l'assurance. Quand je dis les assurances, c'est tous les acteurs, y compris les courtiers, parce que donc ils sont aussi concernés par ces problématiques de gestion. Donc, le premier dont tout le monde parle, c'est principalement l'intégration technique et l'harmonisation, l'interaction avec les legacy et toute la complexité des SI des assureurs. Mais il y a d'autres facteurs, on va dire, et d'autres défis qui sont beaucoup plus importants, qui sont aussi importants, notamment tout ce qui est gestion des changements et toute la résistance pour accompagner les collaborateurs et mettre en place ce changement. Il y a le sujet éthique et conformité qui est très, très important à mettre, à bien
bien cadré, notamment sur la transparence des algorithmes et la protection des données personnelles. Et après, il y a tout le sujet là, le sujet de la qualité et du contrôle, parce qu'on entend beaucoup parler de dire, ah oui, mais quand on va automatiser, on va mettre de l'IA, donc on n'aura plus de contrôle ni de qualité parce que ça sera automatisé. Donc c'est un point justement vraiment de vigilance, parce qu'il faut justement renforcer ce contrôle de l'IA et mettre en place un dispositif continu pour assurer justement la qualité et la pertinence des réponses de l'IA. Et bien sûr, il y aura un cadre réglementaire. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est très large, qui sera amené justement à évoluer et adapter l'usage, justement, l'utilisation de l'IA au secteur, au secteur de l'assurance. C'est très important. Bon, tout ça pour vous dire que les défis, on va dire, et les défis et les considérations du déploiement de l'IA ne sont pas que techniques, c'est pas que de la technologie, comme vient de le préciser Amine, mais il y a toutes les considérations, que ce soit humaines, réglementaires et organisationnelles, qu'il faut prendre en compte et embarquer dans le cadre de ce projet. Donc, je vais passer justement la parole à Amine qui va nous éclairer sur ces points-là, parce qu'on voit bien des équipes techniques qui sont passionnées par ces technologies et qui se mettent à implémenter les dernières évolutions, à mettre en place des RAG, des chatbots sophistiqués. Des fois, ça peut faire peur au métier, soit parce qu'on n'obtient pas le résultat escompté rapidement, ou sinon ça ne répond pas du tout à la question initiale. Donc, je comprends bien qu'il y a un temps à consacrer pour les équipes pour tester, expérimenter ces technologies. Mais l'objectif premier de l'assureur, par exemple, si je suis sur un processus de gestion, son objectif, c'est de dire, par exemple, je veux réduire le temps de traitement, je ne sais pas, de mes emails, par exemple, ou de réponse à une demande, mais ce n'est pas de mettre en place, mon objectif, ce n'est pas la mise en place du chatbot. Ça, c'est le point important. Est-ce que Amine, ce que je te demande, est-ce que tu peux nous permettre d'abord nous dire qu'est-ce que permet la technologie aujourd'hui et comment on peut passer rapidement de la technologie et directement justement au cas d'usage et se concentrer sur le cas d'usage qui va vraiment répondre à l'objectif de l'assureur. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, bien Super. évidemment que je l'attendais. Non, alors oui, la technologie, il y a eu un énorme bond. Comme chacun a pu le constater, hein, l'IA aujourd'hui est partout dans les discours, avec plein de choses plus ou moins intéressantes. Si on veut être concret, il faut un peu sortir des discours sensationnalistes, hein, toutes les discussions sur est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est conscient, ça sert absolument à rien pour construire des use cases. Il faut redescendre sur du pragmatisme. Et notamment, la seule question qu'il faut se poser, c'est j'ai un algo, j'ai des algos, des familles d'algos, je veux appliquer des opérations, des transformations, des traitements sur tes données. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Avec quelle fiabilité et à quel coût? Notamment, il y a des choses aujourd'hui qu'on va pousser. C'est des choses qui étaient faisables en fait il y a quelques années. Mais par contre, ce n'était pas faisable au même prix. Il fallait des équipes spécialisées, il fallait plusieurs mois d'investissement. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations d'IA générative, on a de meilleurs résultats et avec ce qu'on appelle un time to market, donc la capacité à déployer, à mettre ça en œuvre beaucoup plus court et avec un besoin de compétences qui est fortement réduit. Alors, il faut savoir quand même que ce n'est pas non plus magique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus accessibles, tout ne va pas être accessible. Donc là, j'ai mis en bas un fichier Excel. C'est un exemple de choses qui restent un peu compliquées à gérer. Plus tard, Clémy va nous parler de l'écriture manuscrite des médecins. Bon, ça reste aussi quelque chose de compliqué. En fait, il y a un certain nombre de choses qui restent quand même techniques, où il faut avoir une certaine expertise. Maintenant, il y a tout un champ de possibles qu'aujourd'hui, on peut attaquer très facilement. Mais quand je dis facilement, c'est vraiment, vraiment très facilement. C'est-à-dire c'est une histoire d'écrire des prompts, de bien organiser ça, d'être quand même rigoureux dans sa démarche pour s'assurer qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Et à partir de là, on est capable d'aller sur des sujets
soit de l'assistance, soit de l'automatisation. Le sujet maintenant, c'est comment on applique ça. Donc, premier sujet, on comprend un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec la techno. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on transforme ça en cas concret avec des métiers. Alors, l'approche où les gens techniques font des tests dans leur coin, bon, ça peut marcher. Historiquement, bon, ça finit pas toujours très bien. Ça finit avec des POC dans des tiroirs, ça finit avec des temps de développement qui sont très longs, qui ne sont pas forcément adaptés au métier. L'approche qu'aujourd'hui, nous, on pousse et qui marche le mieux, c'est de démarrer, bien évidemment, par le bon sens, c'est-à-dire les vrais besoins terrain, les vrais besoins métiers. Il y a toutes ces discussions aussi sur le fait que l'IA va remplacer les métiers, etc. Clairement, dès qu'on commence à rentrer un peu dans la complexité des métiers, on se rend compte qu'on est très très loin de remplacer des gens. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est une cartographie du métier de gestionnaire qu'on a fait chez Gridchain. Et finalement, petit à petit, au fur et à mesure de l'atelier, on se rend compte un peu qu'il y a énormément de petites tâches avec différentes données à gérer, différentes informations à aller gérer, différentes interactions avec d'autres équipes. Et finalement, ça construit comme ça une espèce de fresque du métier qui montre que bah, je ne peux pas juste mettre une IA là, lui donner un dossier et lui dire « vas-y, fais le travail ». Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va cartographier finement le métier, vraiment tâche par tâche. Et à partir de là, on va structurer, on va découper le métier. On va essayer d'isoler par étape. Donc là, notamment, la version simple, c'est qu'il y a une étape d'ouverture, une étape de validation, une étape de calcul. Et dans chaque étape, il y a plusieurs tâches, plusieurs embranchements, plusieurs cas particuliers à gérer. Et c'est à ce niveau-là qu'on va se dire, OK, est-ce que l'IA peut faire ceci ou cela? Est-ce que l'IA peut récupérer les mails, extraire des informations? Est-ce que l'IA peut me donner des priorités? Est-ce que l'IA peut aller chercher les clauses des contrats? Est-ce que l'IA peut... j'ai un mail en espagnol ou en hollandais. Est-ce que l'IA peut me faire rapidement la synthèse de la demande? Et en fait, bon, alors bien évidemment, si j'ai cité ces cas-là, c'est parce que la réponse est oui sur ces cas-là. Et après, tout le sujet, c'est comment je mets en place tous ces petits systèmes, comment je les articule pour pour intégrer en fait l'IA dans le flux de travail des gestionnaires. Parce que l'idée, c'est pas que l'IA et les gestionnaires se marchent sur les pieds. L'idée, c'est que l'IA vienne décharger certaines tâches qui sont automatisables, et ensuite sur d'autres tâches qui demandent quand même un minimum de vérification. Donc, par exemple, si c'est des réponses à des questions un peu complexes, on va essayer de ne pas tout automatiser. On va quand même demander à quelqu'un de repasser derrière, de vérifier notamment des informations financières, des choses comme ça. Et donc, on va découper les tâches sur ce qui est automatisable et sur ce qui va être intégré dans un outil d'assistance. Et après, quand on veut déployer, on se rend compte que, il y a un certain nombre d'étapes pour arriver jusqu'à l'implémentation en prod, parce que c'est ça le Graal qu'on veut, c'est l'implémentation en prod. Et ensuite, le deuxième Graal, c'est les indicateurs de succès de l'implémentation. Parce qu'il ne suffit pas que ça tourne derrière, il faut qu'on valide qu'il y a un intérêt métier. Donc là, la première étape, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un intérêt métier? Donc on va trier un peu les différentes tâches, on va voir leur impact sur le process. Notamment, on va avoir une logique vraiment, alors je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais il faut se dire une démarche lean de structuration, de découpage du process. Notamment, il y a des enjeux aussi quand on traite ce genre de process où on se rend compte qu'il y a des inefficiences qui sont indépendantes de la techno. Donc il y a notamment des questions qui se posent sur l'enchaînement des tâches par les gestionnaires qu'il faudrait redécouper. Donc il y a déjà des performances à aller chercher indépendamment de la techno, juste sur le fait de restructurer un process qui a émergé de façon organique. Mais maintenant, au-delà de ça, vu qu'on s'intéresse à l'aspect techno, on va déjà poser les indicateurs de succès, la performance d'un côté, la qualité de l'autre. C'est très important d'avoir les deux en tête parce que c'est des indicateurs qui sont antinomiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien optimiser pour la performance au détriment de la qualité, et inversement, on peut très bien optimiser pour la qualité, mais on va forcément perdre en performance parce qu'on va passer plus de temps à traiter les sujets. Donc nous, on veut pas sur-optimiser un des indicateurs, on veut trouver le juste milieu entre la performance et la qualité de traitement. Donc une fois qu'on a posé ça, après, il y a un certain nombre de questions qui se sont posées, notamment dans le cas Gridchain, où il n'y a pas de data scientist chez Gridchain, donc c'est une équipe de développeurs classique, mais c'est une équipe de développeurs qui avait déjà commencé à tester un peu l'IA. Il y avait déjà des fonctionnalités qui avaient été mises en place, notamment la capacité à interroger des API, la capacité à mettre en place des prompts.
Et donc, on a forcément cherché à simplifier, enfin à capitaliser là-dessus. Donc, on a réduit le périmètre, la complexité des périmètres au mieux pour avoir ce fameux time to market réduit, parce qu'on avait aussi une contrainte de temps sur les déploiements. Et donc, c'est ce qui nous a permis en fait, de prioriser, de choisir des sujets qui sont simples, mais avec un impact vraiment avéré. On sait qu'il va y avoir un impact sur ce qu'on va faire. Donc là, en l'occurrence, on s'est concentré sur l'ouverture des emails entrants. Donc, il y a un traitement, on va en reparler. Je passerai la main à Thomas, il pourra nous développer. Et après, les dernières étapes, on va dire les derniers petits obstacles à lever pour vraiment être sûr qu'on va bien dans la bonne direction. Déjà, c'est valider la faisabilité. Donc, on prend des données expérimentales, on fait des tests, on calcule les erreurs possibles. Là, en l'occurrence, il fallait se dire c'est quoi les informations que je veux extraire d'un mail. Donc, j'ai un mail, c'est du texte, les gens mettent des choses, ils mettent des pièces jointes dans tous les sens, ils font des captures d'écran. C'est un gros fatras de choses. Et en fait, à partir de ce fatras de choses, moi, je dois extraire et structurer le minimum d'informations nécessaires pour aller retrouver le bon dossier. Donc, c'est là, en fait, où l'IA va nous aider. Donc, structurer ce qui ne l'est pas. Donc, il a fallu trouver donc, les bonnes variables, valider qu'avec ces variables, on a un taux d'erreur réduit, notamment ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des cas ambigus ou carrément des faux positifs, hein, c'est-à-dire que je vais associer le contrat d'une autre personne. Ça, je préfère éviter. Après, il y a bien évidemment des sujets qui sont posés sur la conformité, sur les aspects réglementaires. Est-ce que dans le cas de la RGPD, on a le droit de faire ces traitements-là? Là, en l'occurrence, comme on est toujours dans la même finalité, on peut sortir la clause d'intérêt légitime, hein, parce qu'on n'est pas en train d'utiliser les données pour une autre finalité, on est toujours dans la mission qui a été définie, donc l'intérêt légitime peut être justifié. Et à partir de là, on a réussi à embarquer les différentes équipes, les juristes, l'équipe technique, les métiers, et une fois que tout le monde est aligné, voilà, on a pu pousser le projet. Ouais. Merci, merci Amine. On va passer rapidement justement la parole à Thomas, puisqu'on n'a pas énormément de temps. Donc en gros, Thomas, on passe de l'autre côté de la barrière et on aimerait bien que tu nous fasses ton retour d'expérience sur cette transformation de ce processus que tu as vécu. Comment comment elle a été gérée cette transformation? C'est quoi les risques que vous avez pris? Certainement, il y a eu des risques qui ont été pris et où vous avez évité. Et quels sont les gains et les bénéfices que vous avez observés suite à cette mise en place de cette automatisation, si on peut dire, de ce processus, ou transformation plutôt, j'utiliserai. Vas-y, à toi, Thomas. Alors merci pour compléter ce qu'a dit Amine. La première chose importante, c'est qu'on a embarqué toutes les équipes concernées par la gestion et on a fait les grands posters qu'Amine a montrés. Et on a notamment fait exprimer à chacun là où il avait de l'attente pour aider son travail, le simplifier, le rendre plus intéressant. Et on a mis en perspective la probabilité d'y arriver avec de l'IA. Voilà. Donc ça, tout de suite, on a pu converger vers là, ça serait intéressant et c'est un objectif atteignable. Après, on a fait des choix qui sont liés à notre contexte, à notre métier, à la nature des dossiers que l'on traite, aux fréquences, au volume. Donc ça, c'est très dépendant de notre écosystème. Comme l'a dit Amine, c'est un peu le foutoir dans les mails. Bon, au final, l'histoire se finit bien, mais on a identifié comme ça des points précis sur lesquels on avait une forte probabilité d'atteindre rapidement des bons résultats. Donc ça, c'est aussi le travail d'analyse en amont qui permet, compte tenu de notre contexte, la capacité de l'IT, la capacité du SI, les flux, comment on travaille avec nos clients, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, on a mis le doigt sur certains points en particulier. Donc là, on a commencé par un sujet qui était les mails entrants. L'objet était, comme l'a dit Amine, on ne fait pas je gère le dossier de A à Z, je lis, je comprends, je paye. Et on va mettre le doigt là où pour nous il était important de pouvoir ou accélérer, ou simplifier, ou économiser de temps. Donc un premier travail, c'était de classer les mails. C'est pas assez bête, mais déjà, pour ceux qui, dans la salle, pilotent des flux opérationnels, de savoir ce qui arrive, de les classer
et de se dire j'ai tant d'activités de telle nature et je vais pouvoir orienter et mieux allouer le travail dans mes équipes, c'était déjà un premier bénéfice très important. Et puis après, une fois qu'on a catégorisé et classé, on a commencé à chercher de l'information dedans et à avancer dans le processus. Alors, au lieu d'être fait à la main par les gestionnaires, eh ben, il y a certaines tâches qui ont été petit à petit prises en charge par l'IA. Vous avez des chiffres là, qui vous donnent les résultats qu'on a atteints. Plus que les résultats aussi, pour moi, ce qui est important, c'est comment on a embarqué l'équipe concernée dans l'appropriation des résultats de l'IA. Donc, ils avaient un petit outil pour pouvoir prévalider. Et une fois qu'on a passé cette étape de prévalidation et qu'on s'est dit, on accepte un certain nombre d'erreurs, on prend un peu de risque, voilà. On était à 2%, donc c'était pas un grand risque, ah ben, on a lâché la main et l'étape manuelle a disparu. Et donc, en fait, si vous prenez un processus en 3 étapes, 1, 2, 3, bah, l'étape 2 a disparu et c'est une autre équipe qui a directement récupéré le dossier à traiter sans intervention de cette première équipe. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, sur le même cas d'usage, on l'a petit à petit étendu. C'est-à-dire qu'on a trouvé d'autres catégories de mails qu'on a pu classer autrement ou traiter autrement. Donc on a commencé petit et puis voilà, progressivement, on étend le périmètre et on étend aussi l'extraction des données du mail. Voilà. On prend progressivement plus d'informations et on améliore nos techniques d'extraction et de recherche. Donc, c'est pas trop un sujet de techno là, nous, qui était important, hein, c'était comment s'y prendre, identifier le sujet et puis embarquer tout le monde progressivement dans un contexte particulier, puisqu'on a fait ça, nous, en haute saison. Voilà. Un peu comme si vous mettiez à changer les canons à neige au mois de janvier dans une station, tester quelque chose de nouveau, puis vous rajoutiez un téléphérique en plein mois de février. Mais parce que c'était bien maîtrisé, bien cadré et bien cartographié au départ, on s'est dit on peut aller sur ce périmètre très opérationnel, même en haute saison, voilà, même en période de pointe. Parfait. Ben, merci beaucoup Thomas pour ce partage, c'est très intéressant. C'est bien d'avoir aussi des métriques, ça permet de voir, de voir un petit peu c'est quoi les gains. Voilà, je crois qu'il y a le résumé là, effectivement. Ok, bah, du coup, bah, on va passer à un peu plus, on va rajouter un peu plus de complexité, on va dire, passer à un autre niveau plus complexe pour parler de la solution qui apporte pas que de l'automatisation, mais elle rajoute aussi de l'intelligence dans un processus de gestion on va dire, elle va rendre le processus plus intelligent et permet des gains en gestionnaire. Mais aujourd'hui, bah, du coup, Amira, est-ce que peux nous parler, j'ai deux questions, de la problématique, à quelle problématique répond Claimi et comment, et c'est quoi la promesse, que ce soit pour le gestionnaire, le client ou l'assureur. Et la deuxième, c'est quoi les risques et les freins dans les déploiements de cette solution? Oui, bien sûr. Donc, Claimy a été créé justement pour répondre à une problématique très particulière sur les parcours d'assurance de personnes. C'est un use case, effectivement, comme le dit Amine, tout part de la réflexion métier. C'est un use case qu'on avait trouvé donc en interviewant plus de 350 experts et gestionnaires. L'assurance de personnes est souvent, c'est des parcours qui sont à 100% basés sur du traitement documentaire. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas encore, en tout cas moi, je n'ai pas encore l'expérience d'instantanéité de la réponse de mon assureur. Donc en moyenne, on attend entre 5 et 25 jours sa réponse sur une simple facture médicale, par exemple. Et alors, quand il s'agit d'un parcours, là, comme on le voit sur ces pièces-là, qui sous-tendent le parcours de l'assurance emprunteur, dès qu'on est porteur d'un facteur de risque, on va attendre longtemps. Donc le parcours est effectivement semé d'embûches. Donc si on est fumeur, voilà, et qu'on a un crédit immobilier de plus de 200 000 euros, après la loi Le Moine, bien sûr, on est soumis à des formalités médicales contractuelles. Et sur ce parcours-là, c'est des rapports médicaux et des analyses sanguines, des rapports de laboratoire, des électrocardiogrammes qui sont d'autant
de documents hétérogènes, non structurés, qui prennent aux gestionnaires, si on va à la deuxième, effectivement, prochaine slide, des KPI bien identifiés. Ils prennent au gestionnaire aujourd'hui plus de 70% de son temps sur de la saisie manuelle et sur l'identification des facteurs de risque. C'est-à-dire, il va comparer s'il y a un certain seuil de cholestérol qui a été dépassé sur les bilans sanguins. Donc voilà, il va éplucher tout le rapport, donc toutes les formalités médicales envoyées par l'assuré. Et donc, ça impacte notamment, il y a un impact business pour nos clients courtiers et assureurs. Notamment, c'est des frais de gestion élevés qui aussi se répercutent sur les tarifs pour les clients finaux. Et surtout, une satisfaction client dégradée avec donc cette rapidité de la réponse qui vient être un peu attaquée sur cette partie-là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Claimy, qui est donc un outil boosté par l'IA générative et notamment les large language models, qui permettent de déverrouiller donc, ce bloc qui était en fait la non-automatisation de ces parcours et de cette compréhension de factures hétérogènes, de documents complètement hétérogènes. Et donc, Claimy vient imbriquer plusieurs blocs d'IA, pas que les LLM. En fait, on utilise plusieurs blocs, notamment voilà, les NLP, les OCR et autres, pour extraire la donnée, vérifier la complétude du dossier. Donc là, il y a donc plusieurs modules aussi, notamment sur les signatures de médecins, où on va véritablement voir qu'il y a bien le cachet, la signature du médecin, voilà, la date, le numéro de pagination et autres. Et on fait toute la partie aussi validation et contrôle et intégration des règles métiers. Donc c'est là où il y a une complexité en plus. Donc effectivement, on a vu la partie où on traitait les mails donc, tout à l'heure, mais là, on est plus sur un traitement un peu plus poussé une fois que le gestionnaire rentre donc en jeu pour vérifier donc qu'il y ait toutes les informations et identifie et donc extrait ces informations-là pour donner la meilleure action à suivre. Et donc ici, on a développé aujourd'hui donc Claimy sur 2 produits. Un produit qui est sur le parcours de souscription médicale en emprunteur, c'est là où je vous avais montré un peu les pièces qui sous-tendent ce parcours. Donc aujourd'hui, un gestionnaire prend 1 heure pour pré-mâcher le travail, donc notamment, donc c'est un assistant tarificateur qui le fait. Il prend 1 heure pour synthétiser un dossier, le préparer à destination du médecin conseil. Donc là, avec nos premiers tests, aujourd'hui, Claimy le gère en 1 minute. Donc il est capable de faire d'abord en fait, toute la partie filtre, ensuite la complétude du dossier avec en fait un va-et-vient effectivement avec l'assuré final, et enfin, une fois toutes les pièces récoltées, faire cette synthèse de tout le dossier, donc bulletin d'adhésion, question médicale, plus toutes les pièces médicales envoyées, et donner un avis sur effectivement les risques donc, médicaux qui sont portés par ce prospect. On n'a pas l'ambition d'aller plus loin, parce qu'effectivement, on va voir les freins après. Ce serait intéressant. Et pardon, le deuxième use case, c'était donc je sais qu'il faut qu'on accélère, mais deuxième use case, deuxième produit, c'est la partie gestion des factures médicales. Donc là, on gère plus de 500 factures médicales en 1 heure, là où un gestionnaire va prendre 10 jours. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus de la saisie donc, et de la structuration de données. Là, le critère d'achat de nos clients, c'est véritablement l'exactitude. Donc, c'est vraiment le taux de ce que j'appelle moi la performance ici. C'est est-ce qu'on a plus de 99% d'exactitude sur les données qu'on extrait et qu'on structure dans les systèmes. Voilà. Donc, en parlant de ça, donc retour de client, effectivement, on a plus de 98% d'exactitude sur le niveau de performance. Ça a permis à nos premiers clients d'économiser plus de 2000 heures de travail manuel de saisie et effectivement un peu d'interprétation de règles de métier qui sont assez donc, basiques et qui permettent donc aux gestionnaires d'être réaffectés à des tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment voilà, l'interaction avec le client, la compréhension des besoins clients, plutôt qu'effectivement sur cette partie-là qui était assez redondante. Et donc, effectivement, l'autre proposition de valeur sur laquelle donc,
on veut accélérer, c'est la satisfaction client. Donc, c'est véritablement équiper les courtiers et donc les mutuelles et instituts de prévoyance avec une expérience client qui est proche de celle d'Alan. Donc, c'est vraiment gagner en time to market. On y viendra tout à l'heure. Voilà, donc sur ta question, Amina, sur en fait les principaux freins qu'on rencontre. Aujourd'hui, donc Clémy, ça fait environ 1 an qu'on est lancé. Dans notre prospection commerciale et avec nos propres clients, il y a eu effectivement certains freins qu'on a dû rassurer, notamment, donc vous aviez déjà en plus haut mentionné les classiques usual suspects, hein, donc l'intégration au legacy system. Ici, c'est vrai que il y avait donc un mythe aussi sur les legacy systems qu'on essaie aussi un peu de démystifier sur l'AS400. Ce n'est pas complètement impossible de s'intégrer et de s'interfacer avec les API. C'est plutôt les freins ici, en plus des legacy systems, c'est vraiment les freins organisationnels sur la coopération de la DSI avec le département innovation et sur voilà, la roadmap. Voilà. C'est plus ça qu'on peut avoir comme frein. Sur la partie, le deuxième frein qu'on a ou objection, c'est comment assurez-vous la sécurité des données, surtout sur des données donc médicales qu'on traite sur ces parcours-là. Et donc là, ici, donc Clémy, on a pris le parti pris de ne pas stocker de données. Ce qu'on fait, c'est qu'on est donc effectivement à la fois hébergé sur des clouds labellisés HDS, donc hébergeurs de données de santé, et en plus, ce cloud-là ne sert que sur la partie POC pour l'entraînement. Une fois l'entraînement fini, les pièces sont détruites et on passe en mode production sur une production uniquement en flux sans stockage de données. Voilà, le troisième frein étant le risque d'erreur, et on en a déjà parlé avec Thomas, et ça, c'est vraiment la partie exactitude. Parfait. Merci beaucoup, Amira. Merci pour ce partage. Je trouve très intéressant. Alors, il y a une question qui me démange, justement, même si on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai vraiment envie de vous la poser. Parce qu'en écoutant ta présentation, il y a toujours la question éternelle qui se pose au sein des organisations. Est-ce que je fabrique, je construis moi-même pour justement savoir maîtriser ce que j'ai mis dedans et garder au même temps mes équipes? Ou j'externalise et je prends une solution sur étagère. À cette question, j'aimerais bien avoir le retour de vous trois sur cette question et qu'est-ce que vous répondez, votre avis sur ce point-là. Donc, celui qui veut prendre la parole, la prend. Allez-y. Ouais, je vais commencer parce que moi, j'ai été des deux côtés. J'ai été start-upper en essayant de faire du buy et là, j'accompagne des équipes qui ont une forte volonté de faire du make en bon jargon technique, hein, donc soit acheter une solution, soit fabriquer en interne. Ce que je remarque, c'est que bon, la bonne réponse, en fait, c'est un équilibre entre les deux, bien évidemment. Par contre, ce qu'on constate souvent chez les équipes techniques, c'est qu'il y a une vraie volonté de vouloir tout faire en interne. Et c'est pas forcément le plus judicieux à chaque fois, parce que donc moi-même, j'ai une deep tech, donc une startup qui faisait beaucoup de R&D, et je me retrouvais face à des clients qui, certes, techniquement, pouvaient faire des choses, mais bon, on partait sur 1 an de R&D, 2 ans de R&D, sur un cas particulier, sachant qu'ils ont plusieurs cas à gérer en interne. Donc, si on fait le bilan total, ils sont censés avoir une équipe de R&D par cas particulier, et c'est juste pas tenable, en fait. Donc, ça se tient pas. Donc là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont accessibles. Notamment, il y a beaucoup de choses, pour faire simple, hein, où c'est du prompt, des instructions. Alors, c'est pas juste un prompt, souvent, c'est quand même une décomposition d'étapes et une gestion un peu des conditions, etc. Donc, c'est un peu plus subtil que juste envoyer une requête sur un prompt, sauf le cas très particulier d'interroger une FAQ éventuellement. Mais ça reste accessible, voilà, ça reste accessible à des équipes SI. Le problème, c'est quand on commence à mettre un premier cas accessible, un deuxième cas accessible, un troisième cas accessible, et qu'on commence à avoir un backlog qui est bien chargé, bien rempli, et qu'on a cette fameuse contrainte de time to market. Hein, donc, est-ce que je suis capable de livrer rapidement des fonctionnalités? Et là, l'enjeu, il est plus juste, est-ce que je peux faire techniquement? L'enjeu, c'est vraiment, c'est quoi le bon équilibre entre le temps que j'y passe, la technique que j'y mets et combien ça me coûte de traiter ça ailleurs. L'exemple que je donne souvent, c'est aujourd'hui,
quasiment plus personne, enfin en tout cas dans les startups, on gère de moins en moins ces bases de données, on gère de moins en moins ces systèmes d'authentification. Il y a des services qui se développent autour de ça qui sont très populaires parce que justement les gens ne veulent plus gérer ça et préfèrent prendre des services externalisés. Et donc il reste encore à faire ce passage sur la partie IA. Parfait. Merci Amine. Thomas, en moins d'une minute, si tu peux nous donner ton avis rapidement. La culture interne, elle a un fort poids dans cette question, hein. De toute façon, on ne peut pas intégrer des solutions externes si le SI ne peut pas le faire et si les équipes SI ne sont pas habituées à travailler avec des équipes externes. Il faut tenir compte de cette culture-là. Mais tout comme des gestionnaires qui peuvent avoir du mal à intégrer une nouvelle solution, qu'elle soit d'ailleurs développée de l'interne ou qu'elle soit développée de l'externe. Moi, je crois que la clé, c'est la capacité à maîtriser l'intégration, la possibilité de changer et la capacité à faire évoluer rapidement. C'est le time to market qu'évoquait Amine. Après, c'est aux dirigeants et aux personnes qui sont en responsabilité du business d'évaluer quel est le meilleur choix entre je garde et je fais faire à l'extérieur. L'important, c'est de pouvoir faire vite et bien dans le monde concurrentiel dans lequel on est. Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Amira, j'aimerais bien entendre ton avis. Ah oui, et en fait, effectivement, le make or buy, c'est une question qui va beaucoup. C'est une question à poser aux décisionnaires, aux bailleurs, en fait, en général. Moi, ce que je vois, c'est surtout dans nos early adopters, c'est une vraie volonté de gagner en time to market. C'est-à-dire qu'ils veulent rapidement se digitaliser et offrir la meilleure expérience client à leur assurés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec eux. Après, voilà, pour avoir vu le temps et la complexité des use cases qu'on attaque, c'est aussi un défocus pour certains acteurs s'ils se lançaient dans ces projets-là, dans un sens où il faut vraiment maîtriser son core business. Ça pourrait être pertinent pour des gestionnaires délégataires, par exemple. Voilà, c'est leur core business, dans leur parcours de transformation, et encore, ça va prendre un peu de temps. Et par contre, pour un courtier grossiste, gestionnaire, la question, c'est véritablement, est-ce que c'est mon core business pour voilà, générer du chiffre d'affaires, ou bien j'ai besoin de ça pour augmenter ma croissance et m'équiper. Donc voilà, c'est vraiment deux, voilà, pour moi, c'est des réflexions. Effectivement, comme je le dis en interne, c'est une culture interne, et c'est pour ça qu'on a effectivement des early adopters, et ensuite on va voir la vague de l'automatisation et comment ça se déroule. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si je vais rapidement passer. S'il y a des questions dans le chat, je ne vois pas vraiment. J'ai quelqu'un qui était en train d'écrire mais qui a arrêté. Du coup, comme il ne reste pas beaucoup de... il y a... il y a Juliane qui pose la question: quelle autre direction métier hors gestion, back-office, vous en sollicitez pour intégrer de l'IA dans leur démarche? C'est très varié, hein. Ça va alors, il y a tout ce qui est marketing commerciaux. Les RH sont très demandeurs, et les RH sont demandeurs sur deux axes. Il y a l'axe accompagnement justement des métiers, mais il y a l'axe s'équiper soi-même en tant que RH. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Après, il y a aussi dans l'assurance, il y a tout ce qui est souscription aussi, qui a un peu les mêmes logiques que la gestion, c'est-à-dire qu'il faut gérer des dossiers, mais en plus, il faut aller faire tout ce qui est distribution, acquisition, où il y a des axes possibles de cas concrets, avec des risques d'erreur, notamment la fameuse erreur classique de je mets un chatbot que je branche directement sur ChatGPT et à la fin, il raconte n'importe quoi à mes possibles prospects. Il y a des exemples de gens qui ont testé comme auteur de recommandations, mais sauf que ChatGPT n'a pas été entraîné pour recommander leurs produits. Donc, finalement, la recommandation, c'était qu'il ne fallait pas souscrire. Voilà. Donc, il y a des erreurs. Donc, c'est pour ça que la démarche rigoureuse, tous les publics techniques n'ont pas encore la vision rigoureuse d'utilisation de l'IA. C'est encore quelque chose qui doit s'acquérir d'un point de vue culturel. En effet, il faut une montée en compétence aussi, pas que sur la technique. Souvent, ça arrête à OK, je sais implémenter une API, un prompt. Maintenant, il manque la couche. OK, maintenant, comment je valide que ça ne fait pas n'importe quoi? Donc ça, Okay. ça reste encore un sujet. Merci beaucoup, Amine. Je pense qu'on va vous pouvez toujours continuer à nous poser des questions par mail, via le site.
Et je Ouais. vais juste résumer et conclure. Donc, en gros, en synthèse, pour réussir sa transformation, donc il faut les ingrédients, c'est la méthodologie. Commencez simplement. N'hésitez pas à s'appuyer sur des accélérateurs externes ou des solutions externes comme des startups ou autres. Et surtout, ce que je vais rajouter, c'est développer l'intelligence collective avant l'intelligence artificielle, bien sûr. Et je remercie Thomas et Amira et aussi Amine pour votre participation. Amine, je te laisse annoncer les prochains rendez-vous. Oui, donc on a tout un cycle de webinaires et on a commencé à mettre aussi les replays sur YouTube. Il y a notamment des replays qui étaient en attente depuis un certain temps, qui ont été poussés. Parmi les prochains sujets, alors il y a bien évidemment quand même une discussion de la techno parce que c'est quand même savoir ce qu'on peut faire avec la techno, c'est quand même important. Donc la construction des cas d'usage nécessite d'aller au-delà, mais on peut commencer par ça. Donc il va y avoir un panorama des IA, des algorithmes, faire un peu l'état des lieux de où est-ce qu'on en est. Donc ça devrait être avant la Toussaint si tout va bien, si qu'on arrive à s'organiser correctement. Et après la Toussaint, on prévoit un cycle, on commence le cycle RH, mais sur la vision formation des collaborateurs, parce qu'on a beaucoup parlé d'automatisation. Il y a l'axe assistance. Alors, il y a l'assistance sur des tâches simples, comme par exemple faire des synthèses ou rédiger des mails, mais il y a des métiers qui ont des besoins plus complexes d'assistance. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin d'intégrer l'IA dans un workflow de travail assez avancé. C'est le cas notamment avec les actuaires, pardon, je vais dire les actionnaires, avec les actuaires dans l'assurance, mais on a aussi des cas d'analystes business, des cas d'études RH. Sur le côté RH, il y a tout un aspect d'analyse, de cartographie des compétences en interne, où il y a, en fait, c'est du travail assez technique. Et là, on veut intégrer l'IA comme un assistant, mais on a besoin de construire des étapes de travail et pas juste d'envoyer un prompt. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de recettes. On a besoin de comprendre comment ça fonctionne pour l'intégrer dans du travail profond. Et Ok. après, il y a aussi le côté RH sur voilà, comment on équipe les équipes RH. Et un gros sujet aussi, c'est tout ce qui est réglementation, risque et conformité, parce que c'est un sujet qui se pose. Quand on regarde un peu ce qui est partagé sur Internet, on reste quand même sur des choses assez superficielles, alors qu'en vrai, avec les Act et tout ce qui est risque, niveau de risque, il faut commencer à rentrer plus profondément sur comment auditer son IA, comment est-ce que je construis des datasets de tests, comment je valide les différents biais, etc. Ça, c'est des sujets qu'il va falloir rendre concret. Donc, c'est ce que nous, on va faire à partir de nos cas concrets. Ok, bon, en tout Voilà. cas, merci beaucoup. On ne va pas les retenir longtemps, mais merci de votre Merci à tous. participation et n'hésitez pas de nous contacter, poser vos questions et au prochain webinaire. Merci, au revoir à tous. Au Merci beaucoup, revoir. au revoir. Merci, Merci. au revoir.